Regarde bien autour de toi, tout ce qui t'entoure, la façon dont tu penses, ce que tu estimes être la vraie compassion, même tes doutes, n'est peut-être pas le fruit de ta volonté libre. Si tu crois que l'histoire de l'Europe des années 1880 n'a rien à voir avec ta vie hyper connectée, tu viens déjà d'avaler le premier mensonge. Ce n'est pas de l'histoire morte. C'est la matrice qui t'a appris à applaudir ta propre impuissance. À la fin du 19e siècle, l'Europe tremble sous l'industrialisation. Les fumées d'usines s'élèvent, les clochers perdent de leur autorité, et les foules découvrent l'obéissance de masse comme une seconde nature. À ce moment précis, Nietzsche aperçoit une mutation insidieuse, le glissement de la force religieuse à une nouvelle religion séculière, celle du ressentiment collectif. La morale des esclaves est une prison dont les barreaux sont forgés par le consentement de ceux qu'elle enferme. Pour lui, ce n'est pas la souffrance du pauvre qui indigne, mais sa capacité, par la ruse de la morale, à transformer sa propre faiblesse en vertu universelle. C'est ainsi qu'on célèbre l'humilité, la soumission, le sacrifice. Mais demande-toi, pourquoi tant de gens choisissent-ils consciemment leur propre affaiblissement sous couvert de bonté? Selon Nietzsche, ce mécanisme perfide consiste à confondre l'impuissance et la bonté. Il écrit « Les faibles et les ratés doivent périr, premier principe de notre philanthropie, et on devrait aider à les faire périr. » Ne lis pas ici une apologie de la cruauté, lis le diagnostic implacable d'une pathologie, la glorification de la résignation. La morale des esclaves désigne la tendance à valoriser l'impuissance, le ressentiment et la conformité comme des vertus, non pour protéger la justice, mais pour légitimer la passivité et sanctifier l'abandon de la volonté propre. On ne parle pas d'écraser les faibles, on parle d'une culture qui, par peur de la puissance individuelle, inverse les valeurs et dissout toute étincelle créative. Cette analyse pose les fondations qui rendent lisible l'ensuite moderne. Lorsque la laïcité remplace le dogme, le ressentiment ne disparaît pas, il change de masque, il infeste la morale collective, il s'insinue jusque dans ta propre perception. Tu ne vis pas dans un monde radicalement nouveau, tu habites un décor redécoré, où la peur assumée de la volonté devient la norme inavouable. Notre époque ressemble à un troupeau qui acclame le berger qui le mène à l'abattoir. Tu refuses cette image. Deviens honnête une seconde. Combien de tes convictions morales t'appartiennent vraiment, et combien ne sont que des réflexes hérités, répétés, maquillés en altruisme? Laisse ce doute s'insinuer, parce que ce n'est que le point de départ. Ce malaise, ce vertige, c'est le prélude. La vraie autopsie commence lorsqu'on décape le concept de volonté elle-même. Et ici, Nietzsche va te forcer à choisir entre la puissance et la lâcheté. Tu te crois libre de tes opinions. Pourtant, regarde autour de toi, la bibliothèque des réseaux sociaux est un cimetière d'opinions prêtes à penser. Tu penses exercer ton esprit critique. Essaie donc de dévier une seconde de la ligne majoritaire. Observe la panique, le bannissement, l'ironie condescendante qui s'abat sur quiconque ose troubler la surface lisse du consensus. Ce n'est pas un hasard, c'est le symptôme d'une morale des esclaves transformée en industrie. À la fin du 19e siècle, Nietzsche diagnostiquait déjà ce poison. Il n'était pas question seulement d'un ressentiment sourd contre les puissants, mais d'une formidable capacité à faire de la plainte, non plus une réaction de survie, mais un carburant pour une économie entière fondée sur la fragilité émotionnelle. Le ressentiment institutionnalisé, c'est ça, une société qui érige en norme la complainte, qui suspecte tout élan individuel comme une trahison, qui fait de la victimisation permanente un modèle de vertu alors même qu'elle prétend exalter l'autonomie et la critique. Tu voudrais croire que la liberté d'expression règne, mais regarde ce monde si la liberté d'expression est célébrée. Pourquoi l'hétéronomie règne-t-elle sans partage? Tu vois la prolifération des discours victimaires, chaque micro-agression transformée en récit fondamental, chaque écart érigé en scandale planétaire par les médias et leurs relais numériques. Ce n'est plus une défense contre l'oppression, c'est une stratégie d'intégration sociale. S'il y a tant de bruit autour de la toxicité ou du manque d'inclusivité, c'est aussi parce que ce bruit lui-même neutralise d'avance toute velléité de dissidence authentique. Notre esprit collectif ressemble à un logiciel dont le virus est mis à jour à chaque nouveau scandale médiatique. Le débat public, un théâtre d'ombre où la substance a été vidée, remplacée par la surenchère dans l'indignation codifiée. Autocensure, peur du lynchage social, réflexe pavlovien de conformisme, voilà l'industrie du ressentiment à l'œuvre, bien plus puissante que n'importe quelle censure officielle. Regarde la récupération de Nietzsche par les nouveaux apôtres du mindset alpha ou du leadership dominateur. C'est la caricature parfaite de ce qu'il dénonçait. Le vrai danger n'est pas que tu sois dominé par d'autres, mais que tu consentes toi-même à l'éteignoir collectif du ressentiment. Ce n'est pas un hasard si chaque initiative originale finit broyée sous le rouleau compresseur des paniques morales amplifiées par les réseaux.
Ici s'opère le passage crucial, ce qui fut d'abord une arme de survie est devenu une pathologie culturelle. Et tu dois l'admettre, quelque part tu collabores à cette mécanique d'auto-sabotage. La question n'est plus seulement de comprendre comment le ressentiment s'est institutionnalisé, mais de savoir si tu es prêt à résister à sa contagion. Risques-tu encore de penser à contre-courant, ou bien attends-tu le prochain virus médiatique pour mettre à jour tes propres réflexes? Ce n'est pas la société qui t'empêche de penser, c'est ta fidélité inconsciente à toute une industrie du conformisme qui fait de toi le premier geôlier de ton intellect. La suite ne te donnera aucun refuge, il s'agira d'affronter pleinement la mécanique qui t'habite et de briser sinon le système, du moins tes chaînes internes. Admets-le, tu crois te forger des opinions, mais la plupart du temps tu les hérites d'un climat invisible. Ce climat, Nietzsche l'a étudié dans l'Europe des années 1880, quand un vieux monde basculait sous les coups de l'industrialisation et la lente disparition des repères religieux. C'est là qu'il a vu naître la véritable catastrophe, une morale de ressentiment, lente, insidieuse, qui transforme la force en faute, la lucidité en menace. Nietzsche ne parlait pas d'un complot, mais d'une corruption lente de l'esprit, un patient empoisonnement de la volonté. Imagine-toi là où tes ancêtres débattaient dans des salons enfumés, affrontant le doute. Toi, tu navigues dans un torrent de notifications, d'avis préfabriqués et d'algorithmes qui domestiquent ton attention. Tu te crois critique, mais tout t'encourage à ne pas l'être. Tu vis dans la caricature de la liberté, alors que tu t'enchaînes à des slogans, à des justifications automatiques. Aucune église, aucun royaume cette fois, simplement la routine du feed qui te dit comment penser, qui te réconforte dans ta vulnérabilité, qui t'invite à célébrer l'auto-victimisation comme vertu. Nietzsche appelle cela la morale des esclaves, l'art de se persuader que la faiblesse est sagesse, que la prudence, c'est l'évitement de la vie intense. Regarde-toi accepter, presque sans t'en rendre compte, ces idées qui annulent ta propre volonté, qui éteignent ton esprit critique, sous prétexte de sécurité, d'appartenance, de tolérance. Voici le choc, tu participes à ta propre domestication psychique. Tu avales sans cesse des concepts qui sapent ta puissance, jusqu'à oublier que tu as déjà été plus libre, ou du moins que tu en es capable. Le pire piège, ne même pas reconnaître la cage, parce que tout le décor te persuade qu'il n'y a pas d'autre horizon. Es-tu prêt à voir que ta faiblesse n'est pas une fatalité, mais peut-être une fabrication brillante à laquelle tu collabores activement? À cet instant précis, tu es à la croisée des chemins. Continuer à t'abriter derrière les mirages du confort ou jeter un regard brutal sur ce qui organise ta propre impuissance. Mais pour ça, il va falloir détruire quelques mirages et peut-être assister à l'effondrement de ce que tu croyais être toi-même.